pourri là, vieux, tu n'auras pas mon rein. dirent les enfants biologiques en abandonnant leur père malade sur une route déserte avec leur mère. Ce qu'ils n'imaginaient pas, c'est qu'ils commettaient la plus grande erreur de leur vie, car le père agonisant était, en réalité, le gardien d'un secret qui allait tout changer. Amour, il est déjà l'heure. Allons-y, nos enfants arrivent d'ici peu. Murmura Charles, se penchant avec précaution et touchant doucement son épouse, qui dormait d'un sommeil lourd et profond, de ceux qui semblaient éloigner tout bruit du monde autour. « Il est déjà l'heure ?» demanda Fatima, ouvrant soudain les yeux. Encore confuse, le cœur s'emballant pendant quelques secondes, tandis qu'elle essayait de comprendre où elle était et ce qui se passait. « Pas encore, tu as encore le temps de te changer. J'ai déjà préparé les valises. » dit le mari, redressant sa posture et laissant transparaître une fierté discrète d'avoir réussi à tout préparer seul, chose qui n'arrivait pas souvent. Avec un sourire satisfait, Fatima s'assit sur le lit, inspira profondément et se leva lentement. Enthousiaste, elle dit « Tu te rends compte, mon amour, après tout ce temps? J'ai tellement supplié pour qu'ils viennent nous rendre visite. Et maintenant, ce sont eux qui nous ont invités à partir en voyage. » Ses yeux brillaient, comme si elle avait encore peur que tout cela ne soit qu'un rêve. « Tu sais comme ils sont occupés, toujours pris par le travail. » répondit Charles, essayant de garder un ton léger. Charles, « Mais malgré tout, ils ont réussi à prendre un peu de temps pour le passer avec nous. » il semblait heureux lui aussi de l'invitation qu'il avait reçue de son fils aîné et de sa cadette pour faire ensemble un voyage jusqu'à la côte, chose qui n'était pas arrivée depuis des années. « Je ne comprends juste pas pourquoi ils n'ont pas voulu qu'on invite Gérald aussi. » dit Fatima, son sourire s'effaçant peu à peu. « Pourquoi, après tout ce temps, continuent-ils encore d'exclure leur frère ?» Sa voix sortit triste, chargée d'une vieille douleur qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. Gérald avait été adopté par le couple lorsque les enfants biologiques avaient déjà quitté la maison. Dès le début, la cohabitation n'avait jamais été facile. Les enfants plus âgés n'avaient jamais bien accepté l'idée d'un nouveau membre dans la famille, et ce rejet avait toujours plané comme une ombre silencieuse. « Ils finiront par apprendre à vivre ensemble. » répondit Charles, laissant échapper un soupir fatigué. « Il suffit d'être patient. » Même en disant cela, il ne semblait pas croire entièrement à ses propres paroles. Après quelques minutes, tout étant prêt et les derniers détails du week-end réglés, le couple descendit l'escalier d'un pas pressé et se rendit au jardin, anxieux, attendant l'arrivée des enfants. Le klaxon de la voiture du fils aîné retentit à l'extérieur de la maison, brisant le silence de la rue. Pressés, Fatima et Charles marchèrent jusqu'au coin de la rue, où le véhicule les attendait, garé. « Pourquoi tu ne t'es pas garé plus près, Eugène ?» demanda la mère en entrant dans la voiture avec une certaine difficulté. « Ton père a encore du mal à marcher. » J'ai trouvé ça plus simple pour repartir. Grogna-t-il sans même tourner la tête. Charles monta à l'arrière après avoir rangé seul les valises dans le coffre. L'effort était visible, mais il ne se plaignit pas. Assis, il se pencha légèrement en avant et dit avec affection : « Bonjour mes enfants, vous m'avez tellement manqué. » Il serra doucement les épaules de Sonia, qui occupait le siège passager à côté de son frère. « Toi aussi, papa, c'est bien que tu ailles mieux. » répondit la fille, sans émotion dans la voix, mâchant un chewing-gum et gardant le regard fixé sur la route devant elle. Le voyage commença de façon calme, presque silencieuse. Peu de mots étaient échangés. Les deux frères et sœurs ne semblaient pas intéressés à discuter. Fatima essayait encore de lancer la conversation, commentait la route, le temps, de vieux souvenirs, mais les réponses restaient courtes, vagues, comme si chaque phrase était un effort inutile. Après plusieurs heures de route, la nuit tomba enfin. Le ciel s'assombrit complètement et les lampadaires devinrent de plus en plus rares. À l'arrière, Charles et Fatima finirent par somnoler, vaincus par la fatigue du long trajet.
Je pense que c'est un bon endroit. murmura Sonia, rompant le silence, en jetant un regard de côté vers son frère. C'est déjà bien isolé, au milieu de nulle part. Tu es sûr? Commenta Eugène, gardant les mains fermes sur le volant. Nous sommes déjà dans un autre département. Ça fait environ 8 heures que je conduis. Oui, arrêtons-nous ici. Confirma-t-elle, avec conviction. Avec un freinage brutal, la voiture s'arrêta soudainement. À l'arrière, Charles et Fatima se réveillèrent en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Je crois qu'un pneu a éclaté. Expliqua Eugène, ouvrant la porte et descendant de la voiture. On va devoir descendre pour vérifier. Fatima et Charles se regardèrent, confus, et le suivirent. L'endroit était sombre, trop silencieux. Dès que les parents furent sortis, Sonia verrouilla les portes de la voiture. Allant à l'arrière, faisant semblant de chercher la roue de secours, le fils ouvrit le coffre et commença à jeter les valises au sol, une par une, avec rage. On n'a plus besoin de vous, bande d'inutiles. Sa voix était pleine de mépris. Maintenant, vous allez enfin nous laisser tranquilles. Eugène, qu'est-ce que tu fais? Supplia Fatima, le désespoir envahissant son visage. Arrête ça, mon fils. Elle essayait encore de comprendre ce qui se passait, comme si son esprit refusait d'accepter cette scène. Tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas, maman? Répondit-il en esquissant un sourire froid, sans la moindre trace de regret. On vous laisse ici. J'espère ne plus jamais te revoir, toi et ce vieux qui ne fait que nous causer des problèmes. Sonia, la plus jeune, qui observait tout en silence jusque-là, éclata d'un rire fort et strident. Arrête de supplier, vieille femme. Le mépris dans sa voix était évident. Elle croisa les bras, fixant ses parents. Tu crois qu'on est vos domestiques, non, pour s'occuper de vous maintenant que papa était malade? Elle fit une courte pause avant d'ajouter. On ne fera aucun test de compatibilité. On n'est pas des imbéciles comme cet orphelin. En entendant le ton froid et cruel avec lequel sa fille parlait, des larmes commencèrent à couler sur le visage de Fatima. Son corps tremblait. Charles restait silencieux, immobile, observant seulement la violence des mots, comme si chaque phrase pesait plus lourd que n'importe quel coup. « Mais pourquoi? Cria Fatima, la voix étouffée par les sanglots. On est au milieu de nulle part. Il n'y a aucune ville à des kilomètres d'ici. Il fait nuit. Vous ne pouvez pas faire ça. » Le désespoir s'empara totalement d'elle. « Ton père est malade, Eugène. Ça va le tuer. » Charles restait sous le choc. Il ne disait pas un mot. L'homme se contentait d'observer la scène, immobile au même endroit, comme si son corps s'était figé tandis que son esprit tentait de suivre la cruauté de cette situation. Le fils aîné, déjà âgé de 35 ans, fixa sa mère sans le moindre signe de remords. Un sourire cynique se dessina sur son visage avant qu'il ne parle. « Désolé, mais nous ne sommes pas des babysitters. » dit-il sur un ton moqueur, comme s'il ne s'agissait que d'une plaisanterie sans importance. « Mes enfants, qu'est-ce que nous avons fait? » Continua Fatima, la voix tremblante. « Et la plage? Nous ne sommes même pas encore arrivés à la côte. » Elle essayait, par tous les moyens, de renverser cette situation absurde, cherchant une logique à ce qui se passait. Sans répondre, Eugène remonta dans la voiture du côté conducteur et verrouilla les portes. Sonia fixa sa mère pendant quelques secondes. Son regard était froid, impatient. Puis elle parla sans détour. « Tu as vraiment cru qu'on allait dépenser notre argent pour vous emmener à la plage? Elle lâcha un petit rire, plein de mépris. Comment peux-tu être aussi naïve, maman? » Ensuite, elle tourna le visage vers son frère, qui tenait déjà le volant, et ordonna « Vas-y, Eugène, partons vite parce qu'on doit encore mettre ce vaurien de Gérald dehors de notre appartement. » En entendant le nom de son fils adoptif, le cœur de Fatima s'emballa. La peur l'envahit d'une manière différente. « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? » dit-elle d'une voix plus forte, presque désespérée. Elle fit quelques pas en avant, malgré ses jambes faibles. « Gérald est votre frère. Faites ce que vous voulez de moi et de votre père, mais ce garçon n'a rien à voir avec tout ça. » Reprenant peu à peu ses esprits, Charles réagit enfin. Il tira son épouse contre lui et la serra fort dans ses bras, essayant de la protéger de tout cela.
Calme-toi, mon amour. dit-il d'une voix basse mais ferme. On va s'en sortir comme toujours. Je suis là. Il passa ses mains sur le visage de Fatima, tentant d'essuyer les larmes qui ne cessaient de couler, tout en fixant ses enfants avec une tristesse profonde, de celle que les mots ne peuvent contenir. Docilement, Eugène obéit à l'ordre de sa sœur. Il démarra la voiture et partit brusquement, mais avant d'accélérer, il cria par la fenêtre. « Pourri là, vieux, tu n'auras pas mon rein. » Le véhicule disparut à toute vitesse, soulevant un nuage de poussière et ne laissant derrière lui que le bruit lointain du moteur se perdant sur la route, tandis qu'un voile de terre recouvrait le couple. Fatima se mit à pleurer encore plus fort. Son corps se courba en avant, dominé par le désespoir. Entre deux sanglots, après quelques minutes, elle réussit à parler. « Comment est-ce possible, Charles? Sa voix sortit brisée, Nos propres enfants, ces deux-là sont sortis d'ici. » dit-elle en frappant son propre ventre d'une main. Pour la première fois, Charles laissa une larme couler sur son visage. Il ne chercha pas à la cacher, mais l'essuya rapidement avec la manche de sa chemise. « Ils ont toujours été comme ça, mon amour. Dit-il en respirant profondément. C'est nous qui avons toujours fermé les yeux, en espérant qu'ils changeraient. Il releva le regard, désormais plein de détermination. Ils ignorent ce qui les attend. » Ils ont vraiment fait ça? Murmura Fatima, secouant la tête, incapable d'y croire. Après tout ce qu'on s'est battu pour leur donner, la meilleure école, les meilleurs vêtements, les meilleurs cadeaux. Mon Dieu, pourquoi? La tension de Charles commença à monter. Un étourdissement soudain fit tourner le monde pendant quelques secondes. Sentant ses jambes faiblir, il s'assit sur une pierre près de la route, appuyant ses coudes sur ses genoux. « Tu vas bien? » demanda Fatima, affolée, comprenant que son mari faisait une nouvelle crise. « Ça va aller. Répondit-il en essayant de contrôler sa respiration. J'ai juste besoin d'un peu d'air. » Il n'y a rien ici, Charles. Dit-elle en regardant autour d'elle, ne voyant que l'obscurité et la route vide. Nous sommes perdus. Personne ne savait que nous allions voyager. Ils ont tout planifié depuis le début. Son ton monta, la panique commençant à la gagner. Il fait froid. Qu'est-ce qu'on va faire? Gardant le plus de calme possible, Charles se leva lentement, respirant encore avec difficulté. Il attira son épouse dans une nouvelle étreinte, la serrant contre sa poitrine. « Tout ira bien. Dit-il avec fermeté. Il faut juste être patient. » Il s'écarta légèrement et ajouta d'un ton grave. « Ces deux-là n'imaginent même pas ce que j'ai préparé pour eux. Quand ils découvriront la vérité, ils supplieront pour obtenir notre pardon. Et nous ne le leur accorderons pas. » Mais pour que tu puisses comprendre qui était réellement Charles et ce qu'il cachait à ses enfants, il faut revenir un peu en arrière dans cette histoire. C'était un dimanche ensoleillé. Fatima était en congé à la maison, préparant le déjeuner comme elle le faisait tous les dimanches. C'était le seul jour de la semaine où elle pouvait cuisiner calmement. Les autres jours, le rythme effréné du travail faisait que les repas étaient toujours pris à l'extérieur. « Quelle odeur délicieuse !» dit le mari en entrant dans la cuisine à l'improviste, attiré par l'arôme qui s'échappait des casseroles. Fatima, une femme de 55 ans, était professeure dans une école publique. Elle avait épousé son premier amour, un homme qu'elle connaissait depuis l'enfance. Charles avait croisé son chemin lorsque ses parents avaient déménagé dans la même rue où elle habitait. De 3 ans, son aîné, il s'était rapproché d'elle, et la romance avait commencé dès l'adolescence. Après quelques années de relation, le mariage eut lieu. Charles demanda la main de Fatima à ses parents, comme le véritable gentleman qu'il avait toujours été. Dès le début de leur vie commune, ils durent beaucoup lutter. Peu à peu, ils construisirent la vie dont ils rêvaient. Plus jeune, Charles travaillait sur des chantiers comme maçon, faisait des extras comme serveur, acceptait tout travail honnête qui se présentait, tandis que Fatima fréquentait l'université,
se battant pour terminer ses études de biologie et réaliser son rêve de devenir enseignante. La jeune femme, qui avait toujours voulu être devant une salle de classe, obtint enfin son diplôme tant rêvé après beaucoup d'efforts, de nuits sans sommeil et grâce au soutien constant de son mari. Mais le plus grand rêve du couple vint ensuite. Les enfants. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Fatima tomba enceinte de leur premier-né, Eugène. Sonia arrive peu après, apportant encore plus de joie à la maison. Lorsqu'ils croyaient que la famille était complète, un retournement inattendu changea tout. Gérald entra dans leur vie. Le garçon était devenu orphelin après un accident de voiture. Georges, le père de l'enfant, était le meilleur ami de Charles. Après la tragédie, Fatima et son mari décidèrent de s'occuper du garçon, qui arriva chez eux alors qu'il n'avait que 10 ans. La famille n'a jamais mené une vie de luxe, mais elle bénéficiait du confort typique de la classe moyenne. Charles, désormais âgé de 58 ans, travaillait comme chef de chantier dans une entreprise immobilière respectée de tous partout où il passait. « Hé, ne touche pas à ça, ce n'est pas encore prêt. » dit Fatima, tapotant légèrement la main de son mari, qui essayait d'ouvrir une casserole pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. « Je veux juste savoir ce que tu es en train de préparer. » murmura-t-il sur un ton innocent, faisant semblant de ne pas comprendre la réprimande. 2 coups frappés à la porte interrompirent la conversation. Charles se leva avec une certaine difficulté et alla ouvrir. « Bénédiction, papa !» dit un jeune homme grand, âgé de 20 ans, entrant aussitôt et serrant Charles fort dans ses bras. Le garçon étudiait pendant la journée et travaillait le soir après les cours. Malgré ce rythme épuisant, il tenait à réserver ses week-ends pour rendre visite à ses parents. « Que Dieu te bénisse, mon fils. » répondit Charles, visiblement satisfait, heureux de cette visite qu'au fond il attendait déjà. « Ta mère est dans la cuisine. » ajouta-t-il en désignant l'autre pièce. Gérald s'y rendit et prit Fatima dans ses bras par derrière, avec affection. « Mon amour, tout va bien pour toi ?» demanda-t-elle, enthousiaste, tout en remuant les casseroles. « Comment se passent les cours ?» L'odeur du riz, tout juste préparé, envahissait déjà la cuisine, apportant une sensation de foyer. « Tout va bien, maman, » répondit-il en souriant. « J'arrive à concilier avec le travail au restaurant. » Puis il regarda vers la table et trouva cela étrange. « Eugène et Sonia ne viennent pas déjeuner ici ?» demanda-t-il, remarquant qu'il n'y avait que 3 assiettes préparées. « Ah, tu sais comme ces deux-là ont une vie bien chargée ?» répondit Fatima, essayant de masquer la peine dans sa voix. « Je les ai invités, mais chacun a dit qu'il avait quelque chose à faire. Ils ont dit que ce n'était pas possible. » « Tes frères ne sont pas venus ici depuis environ 5 mois. » compléta Charles, s'asseyant sur une chaise avec un regard fatigué. « Ils sont toujours occupés par autre chose. » Gérald sentit un pincement au cœur en entendant cela. L'indifférence de ses frères envers leurs parents le dérangeait profondément. Déterminé à tenter de changer cette situation, il se fit mentalement la promesse d'appeler Eugène et Sonia dès qu'ils rentreraient chez lui. « Ils doivent avoir leur raison, papa, » dit-il en essayant d'adoucir la situation. « Je parie qu'il vous manque aussi. » Il fit une courte pause avant de demander. « Et vous, mon vieux, vous prenez soin de vous? Ces douleurs ont diminué. » Son inquiétude était évidente, car Charles se plaignait constamment de fortes douleurs aux reins qui apparaissaient soudainement et mettaient du temps à disparaître. « Oh, je vais bien, mon fils, ne t'inquiète pas. » répondit Charles, forçant un sourire tranquille de ceux utilisés pour cacher des douleurs qu'il refusait de partager. Malgré ses efforts pour paraître calme, quelque chose dans son regard trahissait la fatigue. Fatima se retourna immédiatement pour fixer son mari, puis dirigea son regard vers Gérald. Son expression devint sérieuse, presque dure. « Il ment, mon fils. » Elle croisa les bras, sans hésiter. « Hier encore, il s'est plaint de la douleur. Tous les jours, à un moment ou à un autre, ça recommence et ça met du temps à passer. » « Papa, vous devez aller chez le médecin d'urgence pour voir ce que c'est. » gronda Gérald,
laissant déjà transparaître une impatience mêlée d'inquiétude. Il attrapa rapidement son téléphone. « Je vais vous y emmener cette semaine, et cette fois, vous allez y aller, sans plus d'excuses. » ajouta-t-il, commençant déjà à chercher le contact d'un spécialiste. Fatima, voyant que l'atmosphère devenait lourde, annonça que le repas était prêt. La famille se réunit autour de la table et, après le déjeuner, les trois passèrent le reste de la journée ensemble, assis dans le salon, regardant quelques vieux films, essayant de profiter de ce rare moment de paix. En fin de journée, de retour à son appartement, Gérald ne perdit pas de temps. Il prit son téléphone et appela son frère aîné. « Allô, Eugène, c'est Gérald. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Je suis allé voir les parents aujourd'hui, et ils ont dit que ça faisait longtemps que toi et Sonia ne passiez plus. » Sa voix se fit ferme. « Papa a une douleur étrange au rein depuis un moment. Est-ce que tu ne pourrais pas venir déjeuner avec eux le week-end prochain? » De l'autre côté de la ligne, Eugène répondit avec impatience. « Ah, salut Gérald. » Il laissa échapper un soupir audible. Je suis très occupé par le travail, mais je vais essayer de venir. Sans laisser de place à une réponse, il ajouta « Merci d'avoir prévenu. Je dois raccrocher maintenant. Je n'ai pas encore fini de régler des affaires au bureau. Salut. » L'appel se coupa avant que Gérald puisse dire quoi que ce soit. Malgré cela, il appela aussi Sonia. La sœur, d'un ton plus aimable, promit de faire tout son possible pour être réunie avec la famille la semaine suivante. En plus de cela, Gérald prit rendez-vous chez le médecin pour son père et combina de passer chez eux le jour prévu. 3 jours plus tard, il était là, klaxonnant devant la maison, après avoir manqué les cours du matin pour accompagner Charles. « Merci, mon fils. » dit Charles, entrant dans la voiture avec précaution. « Je suis sûr que ce n'est rien de grave. C'est juste une petite douleur qui apparaît de temps en temps. » Il esquissa un bref sourire. « Ta mère est simplement trop inquiète. » « Maman a raison de s'inquiéter, papa. » répondit Gérald, démarrant le moteur et prenant la direction de l'hôpital central de la ville. « Vous auriez déjà dû faire un bilan de santé complet depuis longtemps. Vous êtes déjà à l'âge de mieux prendre soin de ça. » À l'hôpital, Georges, le médecin néphrologue qui les reçut, se montra extrêmement attentif. Il écouta avec soin pendant que Charles décrivait tous les symptômes, la durée des douleurs, leur intensité et la fréquence à laquelle elles apparaissaient. Après avoir pris quelques notes dans le dossier médical, le médecin leva les yeux et posa des questions plus directes, parlant calmement. « Quand vous allez aux toilettes, est-ce que votre urine sort avec une sorte de mousse ?» Regardant d'abord son fils avant de répondre, visiblement gêné, Charles inspira profondément. Son expression devint sérieuse et sa voix sortit plus basse que d'habitude. « Oui, monsieur. » admit-il, avec une certaine honte. « Et parfois, il y a un peu de sang. » Gérald ouvrit immédiatement grand les yeux. La révélation tomba comme quelque chose de trop lourd à assimiler d'un seul coup. « Vous ne m'aviez pas dit ça avant, » dit-il alarmé. « Maman est au courant, » demanda-t-il aussitôt, imaginant déjà sa réaction. D'une voix contenue, comme quelqu'un qui savait avoir eu tort de cacher cela, Charles répondit « Non, ne lui dis rien, s'il te plaît, mon fils. » Il baissa les yeux. « Elle va s'inquiéter en permanence. Tu sais comme elle est anxieuse. » Le docteur Georges observait les deux avec attention. Son visage se ferma et sa posture devint encore plus ferme. D'une voix pleine d'autorité, il expliqua. « Je suis désolé, mais je vais devoir demander des examens plus approfondis. » Il fit une brève pause avant de poursuivre. « Il est presque certain que vous avez une atteinte grave des reins. Il peut même être nécessaire de commencer une hémodialyse. » Puis il ajouta avec prudence, « Mais je ne pourrai le confirmer qu'après les résultats. » « Docteur, vous en êtes sûr? » demanda Gérald, sentant le désespoir envahir sa voix. « Mon père est-il en danger de mort? » « Il est encore trop tôt pour l'affirmer. » répondit le médecin, gardant son calme tout en prenant de nouvelles notes. « Mais il pourrait avoir besoin de soins supplémentaires au cours des prochains mois. » Georges releva de nouveau le regard. « Y a-t-il quelqu'un qui puisse s'occuper de lui à la maison ? » « Mon épouse est avec moi tout le temps, docteur. »
répondit Charles. Je pense qu'elle peut m'aider. Parfait. Dit le médecin en acquiesçant. Faites donc ces examens dès demain. Dès que je recevrai les résultats, je les analyserai. Et, si nécessaire, nous fixerons une autre consultation pour tout vous expliquer plus clairement. Il signa l'ordonnance et la lui tendit. À la moindre évolution, je vous contacterai moi-même. Le lendemain, très tôt, Gérald était déjà avec son père à l'endroit indiqué par le médecin. Charles semblait abattu, les épaules tombantes et le regard perdu. « Tout va bien se passer, papa. » dit le jeune homme, essayant de transmettre de la confiance, même si son propre cœur se serrait. Charles se contenta d'acquiescer de la tête. Après la réalisation de tous les examens demandés, la clinique informa que les résultats seraient transmis directement au médecin responsable. Dans l'après-midi même, le téléphone de Gérald sonna. En voyant le numéro de l'hôpital, son cœur s'emballa. Il répondit immédiatement. « Gérald, dit la voix de l'autre côté. c'est Georges. Le ton était grave. Je vous appelle pour vous demander d'amener votre père en urgence. » Il y eut un bref silence avant qu'il ne continue. Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Le médecin inspira profondément. J'ai déjà prévenu ma secrétaire qu'aujourd'hui, je ne recevrai que vous. J'attends votre retour au plus vite. Quelques minutes plus tard, Gérald entrait déjà précipitamment à l'hôpital avec son père. Charles marchait lentement, s'appuyant sur son fils. Dès qu'ils furent appelés dans le cabinet, le médecin commença à parler. « Je suis vraiment désolé, monsieur Charles. Commença Georges de manière directe. Tous vos examens ont confirmé une insuffisance rénale chronique. Il croisa les mains sur le bureau. Cela signifie que vos reins fonctionnent à moins de 10% de leur capacité. Le silence pesa dans la pièce. Vous allez devoir commencer l'hémodialyse en urgence et être inscrit sur la liste d'attente pour une greffe. » À peine le médecin eut-il terminé de parler que des larmes coulèrent sur le visage de Gérald. Il serra les mains de son père avec force, comme s'il essayait de le protéger de ses maux. « Docteur, est-ce que ça se soigne? » demanda-t-il, la voix étranglée. « Mon père va aller bien, n'est-ce pas? » Le médecin les regarda tous les deux avec sincérité. Après la greffe, votre père peut gagner du temps de vie et en qualité. Il inspire profondément avant de conclure. Mais la guérison, malheureusement, n'est pas quelque chose que nous pouvons garantir. « Je peux lui donner un de mes reins, je peux, non? » dit Gérald, presque suppliant, submergé par le désespoir. Georges acquiesça avec une lueur d'espoir dans le regard. Bien sûr que oui, Puis il expliqua. mais seulement s'il y a compatibilité. Avec les enfants biologiques, les chances sont généralement plus élevées. Nous devons faire le test. Le visage de Gérald changea complètement. La tristesse l'envahit de manière visible. Je ne suis pas son fils biologique, docteur. » Avoua-t-il, la voix tremblante. Mais tu es mon fils de cœur. Compléta Charles, immédiatement, serrant encore plus fort les mains du jeune homme, laissant clairement apparaître le lien qui les unissait. Le médecin sembla gêné un instant, puis répondit « Même sans lien biologique, il existe encore une possibilité de compatibilité. Il conserve un ton professionnel. Nous ne pouvons pas le savoir sans faire les examens. » Le cœur lourd, Gérald remercia le médecin et ramena son père à la maison. Le jeune homme décida d'attendre que sa mère rentre du travail afin qu'il puisse lui annoncer la nouvelle ensemble. Lorsque Fatima entra dans la maison et ferma la porte, elle eut un sursaut en voyant son mari et son fils assis sur le canapé, en silence. « Gérald, tu es encore là? Demanda-t-elle, inquiète. Tout va bien. » Elle posa son sac sur la table du salon, sentant déjà que quelque chose n'allait pas. « Maman, assieds-toi ici avec nous. » Parla d'une voix basse. Le cœur de Fatima s'emballa. « Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle, le désespoir commençant à monter. Qu'est-ce que le médecin a dit? » Charles, qui jusque-là était resté silencieux,
inspira profondément et prit la parole. « Mon amour, Commença-t-il avec précaution. le médecin a dit que j'ai une insuffisance rénale chronique. Il lui prit la main. Cela veut dire que je vais devoir faire de l'hémodialyse et être inscrit sur la liste de greffe. Puis il tenta d'adoucir. Mais il a dit que beaucoup de patients dans cette situation arrivent à bien vivre après l'opération. Fatima sentit ses genoux fléchir dès que les paroles de son mari prirent fin. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Incapable de rester debout très longtemps, elle alla vers Charles, prit son visage entre ses deux mains, l'embrassa et le serra fort dans ses bras, comme si cela pouvait être la dernière étreinte qu'elle aurait la chance de donner à l'homme qu'elle aimait depuis sa jeunesse. Gérald s'approcha aussitôt et entoura les deux de ses bras. Tous les trois restèrent enlacés au milieu du salon, sans dire un mot pendant quelques secondes. Là, les larmes coulèrent sans contrôle. C'était un chagrin silencieux, lourd, chargé de peur, d'amour et d'incertitude. « Ça va aller, papa, » dit Gérald, respirant profondément et s'essuyant le visage avec le dos de la main. « Tu verras. On a encore Eugène et Sonia pour faire le test. L'un de nous sera compatible, j'en suis sûr. Il tente de paraître confiant. D'ailleurs, ils m'ont promis qu'ils viendront ce dimanche déjeuner avec vous. » La semaine suivante passa beaucoup trop vite pour tout le monde. Gérald, qui était en semaine d'examen à l'université, parla avec ses professeurs et demanda d'avancer tout ce qui était possible. Il expliqua qu'il devrait s'absenter quelque temps pour aider ses parents. Même fatigué et surchargé, il n'hésita pas une seconde. Le dimanche tant attendu arriva enfin et, à la surprise générale, la famille était au complet. Eugène et Sonia apparurent réellement pour le déjeuner, chose qui n'était pas arrivée depuis des mois. « Mes enfants, je n'arrive même pas à y croire. Dit Fatima dès qu'elle les vit entrer par la porte. Vous m'avez tellement manqué. Quel bonheur de vous voir. » Elle ouvrit les bras et les serra tous les deux avec une émotion sincère. « Oh maman, doucement. Se plaignit Sonia en se reculant un peu. Je me suis fait coiffer hier. Fais attention à ne pas tout gâcher. » Son ton était impatient, presque comme une réprimande. Gérald, qui était déjà dans la cuisine à aider pour les derniers préparatifs du déjeuner, alla au salon saluer ses frères et sœurs, qu'il n'avait pas vus depuis des mois lui aussi. Il esquissa un sourire timide, mais ne reçut en retour qu'une poignée de mains froides de chacun. La cohabitation entre eux avait toujours été distante. Depuis l'enfance, Eugène et Sonia traitaient Gérald comme quelqu'un à part. Les provocations cruelles n'étaient pas rares. À une occasion, encore enfant, ils laissèrent le verre que Gérald utilisait habituellement rempli de liquide vaisselle transparent à côté du filtre. Le garçon but sans s'en rendre compte et finit à l'hôpital avec une légère intoxication. On ne découvrit jamais officiellement qui avait fait cela, mais le soupçon a toujours existé. Mais avant de continuer notre histoire, profitant pour cliquer sur le bouton « J'aime », t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Ainsi, YouTube t'avertira chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée ici. Dis-moi aussi dans les commentaires, si tes enfants t'abandonnaient, leur pardonnerais-tu? Profitant également pour dire de quelle ville tu regardes cette vidéo. Je marquerai ton commentaire avec un joli cœur. Et si tu es arrivé jusqu'ici, écris « Enfant cruel » pour que je le sache. Maintenant, revenons à notre histoire. Lorsque tout le monde fut assis à table, Charles s'éclaircit légèrement la gorge et commença à parler. « Mes enfants, Commença-t-il, les regardant un par un. C'est tellement bon de vous avoir tous ici ensemble, comme autrefois. Il inspire profondément. Votre mère et moi, vous nous manquez énormément. L'atmosphère devint sérieuse lorsqu'il poursuivit. Malheureusement, j'ai quelque chose de grave à vous annoncer. Charles fit une brève pause. Votre mère et votre frère sont déjà au courant. Puis il fixa Sonia et Eugène. Je suis allé chez le médecin cette semaine et j'ai découvert que je souffre
d'une insuffisance rénale. Sa voix resta ferme. Je vais devoir commencer l'hémodialyse et être inscrit sur la liste de transplantation. Les deux se regardèrent pendant quelques secondes, jouant la surprise, Mon Dieu, papa, ce n'est pas possible. dit-elle en portant la main à sa poitrine. Eugène resta silencieux, se contentant d'observer. Gérald poursuivit alors les explications, regardant directement les deux. Le médecin a dit que papa va avoir besoin d'un nouveau rein. Il déglutit difficilement. Nous allons tous devoir faire le test de compatibilité. Les enfants biologiques ont généralement plus de chances d'être compatibles. Eugène remua sur sa chaise, visiblement mal à l'aise, et dit « Moi, j'ai peur des opérations. Je ne veux pas faire ça. » Eugène, tu comprends la situation? demanda-t-elle d'une voix ferme. Ton père n'a pas d'autre option. Sous la table, Sonia donna un coup discret dans le tibia de son frère. Eugène grimaça, inspira profondément et changea de discours. Bien sûr. Enfin, je veux dire, je ferai le test pour papa. Il force un sourire. Mais j'ai peur. Après toutes ces nouvelles difficiles, le déjeuner se poursuivit dans une ambiance tendue. Gérald resta au salon, à regarder la télévision avec ses parents, comme il le faisait toujours. Sonia et Eugène, en revanche, prirent congé rapidement dès qu'ils eurent fini de manger. Arrivés à l'appartement qu'ils partageaient, les deux commencèrent à commenter la rencontre familiale. Ces idiots croient vraiment qu'on va donner nos reins comme ça. Dit Sonia, jetant son sac sur le canapé. Et encore plus pour papa. Elle rit avec mépris. Ce vieux ne nous a jamais considérés comme une priorité. Tout a toujours été pour Gérald, juste parce que cet orphelin a perdu ses parents. Eugène sourit, acquiesçant. Ça, c'est ma sœur. Répondit-il. Tu as tout dit. Il croisa les bras. Je ne donnerai rien et je ne ferai aucun test non plus. Sonia alla jusqu'au réfrigérateur, prit une bouteille de vin et servit 2 verres. En en tendant un à son frère, elle dit avec un enthousiasme cruel. Aujourd'hui, on va fêter ça. Elle leva son verre. Enfin, on va se débarrasser de ces deux-là. Puis elle baissa la voix et ajouta « J'ai un plan. Eugène arqua un sourcil, intéressé. On va profiter du fait que papa est affaibli. Expliqua Sonia avec assurance. Avant de faire le moindre test, on invite les deux pour un voyage surprise, Elle esquissa un sourire en coin. sans cet abruti de Gérald. Elle but une gorgée et continua. On fait semblant d'aller à la plage et on les abandonne très loin d'ici, au bord de la route. Sa voix devint encore plus froide. Sans papier, sans argent, sans rien. Eugène fronça les sourcils. Mais comment? Demanda-t-il. Gérald peut se douter de quelque chose et ils peuvent trouver de l'aide. Sonia inspira profondément, comme si elle expliquait quelque chose d'évident, Il ne le fera pas. répondit-elle. D'abord parce qu'il ne saura rien du voyage. Elle leva un doigt. Ensuite parce qu'ils seront très loin de toute connaissance. Elle croisa les bras. 2 vieux sales qui errent comme ça. Personne ne leur prêtera la moindre attention. Elle fit une pause avant de conclure. Ce seront juste 2 disparus. Son sourire s'élargit. Après ça, quand on reviendra, on pourra récupérer leur maison pour nous. Son ton était venimeux. Et expulser cet orphelin de l'appartement qui aurait dû être le mien. Comprenant désormais pleinement le plan, Eugène hocha la tête, satisfait, Je suis avec toi à 100%. dit-il en levant son verre. Pour moi, ces deux-là peuvent simplement disparaître. La rancœur débordait. J'ai hâte de mettre cet imbécile dehors comme ça aurait dû être fait depuis le début. Il serre les dents. Il a toujours volé ma place. Papa et maman l'ont toujours préféré, pas vrai? Il but une autre gorgée. Eh bien, maintenant, ils vont payer pour ça. Sonia sourit en voyant la détermination clairement affichée sur le visage de son frère. Aucun des deux ne montrait le moindre doute ni la moindre culpabilité. Le jour même, Gérald appela pour prévenir que le test de compatibilité avait été programmé pour la semaine suivante. La nouvelle, au lieu d'inquiéter les frères et sœurs, servit seulement de signal d'alerte. Ils devaient agir vite. Sans perdre de temps, Eugène et Sonia se retrouvèrent pour organiser chaque détail des prochaines étapes. Tout devait se dérouler exactement comme prévu. Aucune erreur n'était permise.
Sonia fut chargée d'appeler leur père pour lui faire l'invitation du prétendu voyage. Eugène, quant à lui, se mit à rechercher des itinéraires, des routes peu fréquentées et des endroits isolés où personne ne pourrait les voir ni les entendre. Lorsqu'elle appela, Sonia changea complètement de ton. Sa voix devint douce, sensible, presque repentante. Papa, Eugène et moi avons été tellement touchés par tout ça. Commença-t-elle, feignant l'émotion. Avec toi malade, on a beaucoup réfléchi et on a voulu passer un peu de temps avec vous. Elle fit une courte pause avant d'ajouter « Mais juste nous, sans Gérald, tu vois. On a pensé faire un saut à la plage, juste pour ce week-end, quelque chose de rapide, aller-retour. On passe vous chercher demain, toi et maman, si vous êtes d'accord. » De l'autre côté de la ligne, Charles resta silencieux quelques secondes, surpris par le rapprochement soudain de sa fille. « Ma fille, tout va bien ?» demanda-t-il confus. « Bien sûr, je vais en parler avec ta mère. » Puis il questionna. « Mais pourquoi sans Gérald ?» La question fit lever les yeux au ciel à Sonia, mais elle se reprit rapidement. Son ton devint plus dramatique, presque accusateur. Parce que je voulais que, pour une fois, Eugène et moi ayons un moment rien qu'à nous. Vous avez toujours tout fait pour Gérald. Il a toujours été la priorité en tout. Moi aussi, j'aimerais me sentir comme ça, avec mon frère. Les paroles touchèrent Charles de plein fouet. Il sentit le poids de la culpabilité s'installer dans sa poitrine. En silence, il réfléchit quelques instants avant de répondre. « D'accord, ma fille, dit-il finalement. Je vais parler à ta mère et je te rappelle plus tard. » Il prit congé et mit fin à l'appel, visiblement bouleversé. Comme promis, le soir même, Charles rappela pour confirmer que lui et Fatima feraient le voyage. « Génial !» répondit Sonia, feignant un enthousiasme exagéré. Je vais prévenir Eugène alors. Elle continua tout excitée. On peut déjà tout organiser. Demain matin, on passe vous chercher. Puis elle ajouta. On va à la côte, hein. Prévoyez bien vos vêtements de plage. Pendant qu'il préparait les valises pour le voyage du lendemain, Fatima, assise sur le lit et pliant quelques vêtements, regarda son mari et demanda. Tu vas leur dire ce que tu as hérité de ton oncle? Elle hésita avant d'ajouter. Que maintenant, nous sommes millionnaires? Charles s'arrêta net et prit un air sérieux. Je n'en suis pas encore sûr, répondit-il. Je préfère voir d'abord comment ce voyage va se passer. Il soupira. J'aime nos enfants, mais ils ont toujours été froids et distants, surtout avec leurs frères. J'ai peur que ça se transforme en dispute à cause de l'argent. Tu sais comme ils sont attachés aux biens matériels. Enfin, il conclut. Pour l'instant, je préfère garder ça pour nous. Fatima acquiesça lentement. Tu as raison, mon amour. Pensif, Charles poursuivit. Mais si le rein de l'un d'eux est compatible, il inspire profondément. J'ai aussi l'intention de laisser une somme plus importante à celui qui sera mon donneur. Je trouve ça juste. Tenant un manteau entre ses mains, Fatima approuva. Tu as raison, dit-elle avec fermeté. Le plus important maintenant, c'est ta santé. À ce moment-là, nous revenons aux événements du début de cette histoire que tu connais déjà. Après avoir été abandonnés au milieu d'une route inconnue, n'ayant avec eux qu'une seule valise de vêtements, Fatima et Charles continuèrent à marcher, pas après pas, à la recherche d'aide. Le froid de la nuit les malmenait, mais malgré tout, ils gardèrent l'espoir qu'une voiture apparaisse et devienne le salut dont ils avaient tant besoin. Pendant ce temps, Eugène et Sonia roulaient tranquillement sur le chemin du retour vers la ville. Le plan suivait son cours. Dès que les parents seraient officiellement considérés comme disparus, ils comptaient chercher un avocat, s'approprier tous les biens et laisser leur frère adoptif sans absolument rien. Le téléphone de leur père en main, Sonia tapa un message à Gérald, choisissant chaque mot avec soin. « Mon fils, je ne voulais plus être un poids pour toi et pour tes frères. Je n'arrive pas à me sentir bien, en sachant que l'un de vous devrait subir quelque chose d'aussi invasif qu'une greffe. Ta mère et moi avons décidé d'essayer un traitement alternatif que nous avons découvert ailleurs.
Je t'aime. Ne tente pas de nous chercher, s'il te plaît. » Quelques minutes après l'envoi du message, le téléphone de Charles se mit à sonner. C'était Gérald qui appelait. Sonia sourit en voyant le nom s'afficher à l'écran, regarda Eugène et, sans hésiter, baissa la vitre de la voiture et jeta le téléphone dehors, le voyant disparaître dans l'obscurité de la route. « Tu es vraiment sans cœur. » dit Eugène en riant de la froideur de sa sœur. Quelques instants plus tard, le téléphone de Sonia se mit à sonner. Cette fois, elle répondit. « Allô, frérot ?» dit-elle d'une voix détendue. De l'autre côté, Gérald parlait rapidement, affolé. « Sonia, c'est urgent. » Sa voix tremblait. « Papa m'a envoyé un message bizarre. » Il inspire profondément. Il a dit que lui et maman ne supportaient plus d'être un poids pour nous et qu'ils allaient recommencer leur vie ailleurs. L'angoisse était évidente. « Il ne me répond pas. Ils t'ont dit quelque chose ?» Feignant la surprise et le désespoir, Sonia répondit. « Ils ne m'ont rien dit !» Elle força sa voix à trembler. « Comment ça, Gérald ? Mon Dieu, je suis coincée avec le travail en ce moment, mais je rentre à la maison dans quelques heures. » Elle conclut. « S'ils n'apparaissent pas, on pourra aller à la police. Je vais prévenir Eugène. » « D'accord. » répondit Gérald angoissé. Il parla rapidement et mit fin à l'appel. En arrivant à la maison de ses parents, Gérald trouva la résidence complètement vide. Le silence à l'intérieur était frappant. Il appela les deux, mais personne ne répondit. Le jeune homme monta l'escalier le cœur battant et se dirigea droit vers la chambre du couple. Il ouvrit l'armoire à la hâte et remarqua que seules quelques pièces de vêtements étaient encore accrochées. Les valises qui restaient habituellement rangées au fond du placard n'étaient tout simplement plus là. Tout indiquait que le contenu du message était réel. La réalité le frappa d'un coup. Une angoisse profonde lui serra la poitrine. Gérald s'assit sur le lit de ses parents et porta les mains à son visage. Les larmes commencèrent à couler sans contrôle. « Il ne ferait pas ça avec moi. » murmura-t-il d'une voix brisée. « Papa et maman ne partiraient jamais comme ça, sans même dire au revoir. » Les mots sortaient entre des sanglots, chargés d'incrédulité et de douleur. Sachant qu'il ne pouvait pas perdre de temps, Gérald inspira profondément, essuya son visage et se ressaisit tant bien que mal. Il prit son téléphone et appela de nouveau Sonia. « Sonia, je suis chez les parents. » Sa voix tremblait. « On dirait qu'ils ont vraiment voyagé. Les valises et plusieurs vêtements ne sont plus dans l'armoire. Je vais maintenant au commissariat pour déposer une plainte. » Peu de temps après, déjà au commissariat, Gérald expliqua toute la situation en détail et montra le message qu'il avait reçu de son père au commissaire Joseph, responsable de la permanence ce jour-là. « Il a découvert récemment une insuffisance rénale. » expliqua Gérald, la voix pleine de souffrance. « On dirait qu'il fuit pour qu'on ne l'aide pas. » Le commissaire écouta attentivement, analysant le message sur le téléphone. Après quelques secondes, il demanda. « Et vos frères et sœurs ? » Il leva les yeux. « Pourquoi ne sont-ils pas venus avec vous ? Ils n'ont reçu aucun message non plus ? » « Ma sœur a dit qu'elle terminait des choses du travail et m'a demandé de venir. » répondit Gérald. « Quant à mon frère, je ne sais pas. C'était elle qui devait lui parler. » Le jeune homme inspira profondément. « Mais non, ils n'ont reçu aucun message. Seulement moi. » Pour le moment, ce que nous pouvons faire, c'est essayer de localiser le téléphone de votre père. Ainsi, nous découvrirons d'où ce message a été envoyé. Une lueur d'espoir naquit dans la poitrine de Gérald. « C'est possible ? Ça prend beaucoup de temps. » Quelques heures, je pense. Pendant ce temps, loin de là, Charles et Fatima étaient assis près d'un gros rocher au bord de la route. Après avoir marché pendant des heures à la recherche d'aide, les deux étaient épuisés. Aucune voiture n'était passée depuis le moment où ils avaient été abandonnés. Le froid de la nuit les avait éprouvés, et maintenant le soleil faisait de même. Tout ce qu'ils possédaient, c'était leur valise avec quelques vêtements. « Je crois que je ne peux pas aller plus loin que ça, mon amour, » dit Charles, posant les mains sur sa poitrine et respirant difficilement. « Je suis très fatigué. » Moi non plus, je n'en peux plus.
Elle leva les yeux vers le ciel sombre. « Seigneur, envoie-nous de l'aide, s'il te plaît. Sa voix sortit étranglée. Une âme vivante, n'importe laquelle. » Pendant ce temps, Eugène et Sonia étaient déjà arrivés en ville. Sans perdre de temps, ils partirent à la recherche d'un avocat avec l'intention claire d'entamer une procédure pour prendre possession de tous les biens qu'ils pensaient avoir le droit de réclamer. De son côté, Gérald, complètement désespéré, tentait par tous les moyens de découvrir où se trouvaient ses parents. Il décida d'appeler le docteur Georges, cherchant la moindre piste. « Docteur, connaissez-vous un traitement alternatif que mes parents auraient pu chercher ?» demanda-t-il, angoissé. « Je ne connais aucun autre type de traitement, » répondit le médecin sérieux. « Ce dont ils ont besoin, c'est d'un suivi médical et d'hémodialyse. » Ne sachant plus quoi faire et attendant anxieusement une réponse du commissaire au sujet du téléphone, Gérald commença à marcher dans le commissariat, nerveux. C'est alors qu'un souvenir lui traversa l'esprit, clair comme un éclair. Quelques mois plus tôt, lorsqu'il avait offert les valises à ses parents, il avait tenu à choisir un modèle spécial, avec un système de localisation intégré. À l'époque, il avait pensé à cela comme à une sécurité supplémentaire, justement parce qu'ils étaient déjà plus âgés. Le cœur de Gérald s'emballa. Il prit son téléphone en urgence, ouvrit l'application qu'il avait configurée et activa le traceur. Quelques minutes passèrent jusqu'à ce que l'appareil émette un signal. Sur l'écran, une carte montrait un endroit qu'il ne reconnaissait pas. C'était une route à de nombreuses heures de là. Le point restait immobile. « Ils doivent s'être arrêtés là, » murmura-t-il pour lui-même. Sans réfléchir à deux fois, Gérald courut jusqu'à sa voiture. Il n'avertit personne. Il démarra le moteur et prit la route en direction de l'emplacement indiqué. Son cœur battait à tout rompre, tandis qu'il conduisait à toute vitesse, sentant que la vie de ses parents dépendait de cet instant. En plein trajet, le téléphone sonna. C'était le commissaire. « Gérald, dit Joseph. Nous avons réussi à localiser le téléphone de votre père. Il se trouve à quelques heures d'ici. » Puis il ajouta. « Je vais vous envoyer la position. » « Commissaire, j'avais justement besoin de vous parler. » répondit Gérald, essoufflé. « Je suis déjà sur la route. » Il expliqua rapidement. « Les valises que j'ai offertes à mes parents avaient des traceurs. Je les ai activées via l'application et j'ai obtenu la localisation exacte. » Il fit une courte pause. « Je vais vérifier maintenant. Je vous envoie aussi le point. Si vous pouvez envoyer une patrouille pour m'accompagner, ce serait mieux. » « Je ne vous recommande pas de faire ça seul. » répondit Joseph d'un ton ferme. « Ils peuvent être dans une situation dangereuse. » Puis il assura. « Je vais envoyer une patrouille immédiatement. Faites attention. » Gérald ne pensa même pas à prévenir ses frères et sœurs. Il était entièrement envahi par l'inquiétude. Tout ce qu'il voulait, c'était arriver à l'endroit indiqué par l'application et retrouver ses parents. Peu de temps après, une voiture de police rattrapa la sienne. Les deux continuèrent ensemble pendant encore quelques heures, traversant des routes sombres et presque désertes. Lorsqu'ils commencèrent à se rapprocher du point indiqué, le cœur de Gérald faillit sortir de sa poitrine. En apercevant quelque chose devant lui, ses yeux s'écarquillèrent. Là, près d'un rocher au bord de la route, ses parents étaient allongés. Fatima et Charles avaient la bouche complètement sèche, les lèvres gercées et la respiration faible, signes évidents d'une déshydratation grave. Ils avaient passé presque une journée entière sans eau, exposés d'abord au froid intense de la nuit, puis au soleil brûlant. Tous deux étaient déjà inconscients, immobiles, abandonnés comme s'ils ne valaient rien. « Mon Dieu, papa, maman !» cria Gérald dès qu'il descendit de la voiture en courant. Il se précipita vers eux, ignorant tout le reste autour. Désespéré, le jeune homme s'agenouilla sur le sol dur et se mit à secouer les épaules de son père. « Papa, réveille-toi, c'est moi, je suis là !» supplia-t-il, la voix brisée. « Maman, s'il te plaît, réponds-moi !» Puis il se tourna vers sa mère.
tenant son visage avec précaution. Le policier qui accompagnait Gérald dans la voiture de patrouille comprit immédiatement la gravité de la situation et demanda une ambulance par radio, sans perdre une seconde. Alors qu'il pleurait, penché sur les corps de ses parents, Gérald ne remarqua même pas lorsque la main de Fatima bougea lentement et serra la sienne avec très peu de force. « Mon fils, Murmura-t-elle avec une extrême difficulté. tu nous as trouvés. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage, mêlées à la poussière de la route. « Maman, Dit Gérald, presque incrédule. je suis là, tout va bien maintenant. Il se rapprocha encore. Reste tranquille, garde ton énergie. Les médecins arrivent déjà. » Il clignait des yeux à plusieurs reprises, essayant de retenir ses larmes en la voyant consciente. Environ 1 heure plus tard, l'ambulance arriva. Les secouristes évaluèrent rapidement les deux, leur posèrent une perfusion immédiatement et les installèrent avec soin à l'intérieur du véhicule. Charles commença lui aussi à reprendre connaissance pendant les soins, encore très faible, mais respirant mieux. Une fois arrivés à l'hôpital, tous deux furent transférés dans une chambre, sous surveillance et hydratés. L'atmosphère restait tendue, mais au moins ils étaient en vie. Gérald, encore tremblant, tenta de parler avec ses parents pour comprendre ce qui s'était passé. Un policier entra avec eux pour recueillir la déposition des 2 personnes âgées. « Que s'est-il passé? Demanda Gérald, s'asseyant près du lit de sa mère. Pourquoi étiez-vous sur cette route au milieu de nulle part? » Les yeux remplis de larmes et une expression de douleur profonde, Fatima répondit. « Ce sont tes frères et sœurs, mon fils, Elle inspira profondément. Sonia et Eugène. Sa voix tremblait. Ils nous ont laissés sur cette route avec seulement les valises. Elle déglutit avant de continuer. Ils ont dit des choses si cruelles que je n'arrive même pas à les répéter. Elle ferma les yeux un instant. Ces deux-là n'ont aucun cœur. Ton père a été détruit. Gérald cligna des yeux à plusieurs reprises, sous le choc. « Mais comment ça? » dit-il, abasourdi. J'ai parlé à Sonia. Elle avait l'air inquiète. Sa voix se brisa. « Mon Dieu! » Charles, qui était resté silencieux jusque-là, tourna la tête avec difficulté et dit « Ils nous ont fait ça, mon fils. » Sa voix était chargée de déception. « Ces deux-là, s'ils avaient léché pu, ils nous auraient laissé mourir là-bas. » Il inspire profondément. Je ne sais pas où nous avons échoué dans leur éducation. Les parents expliquèrent alors tout, depuis l'invitation soudaine pour le voyage, les paroles dures dites dans la voiture, jusqu'au moment où ils furent abandonnés sur la route. À chaque phrase, Gérald secouait la tête, incapable de croire ce qu'il entendait. « Mais papa, dit-il, essayant de rester fort. vous ne pouvez pas laisser ça vous abattre maintenant. Il s'approcha encore du lit. Vous devez vous concentrer sur votre traitement. Sa voix gagna en conviction. Vous n'avez pas besoin d'eux. Je vais faire le test et je suis sûr que je serai compatible. » En entendant cela, des larmes commencèrent à couler sur le visage de Charles. Il serra la main de son fils avec force, trop ému pour répondre à ce moment-là. « Et vous ne pouvez pas laisser ça impuni. Continua Gérald, désormais plus ferme. Ce qu'ils ont fait est criminel. Vous devez porter plainte. C'est d'une cruauté inimaginable. » « Je le sais, mon fils. » répondit Charles d'une voix basse mais déterminée. « Ils apprendront de la pire des manières, malheureusement. » Quelques heures plus tard, le commissaire Joseph se rendit à l'hôpital pour parler personnellement à Fatima et Charles. « Monsieur le commissaire, Dit Charles, le cœur lourd. je sais que ce que mes enfants ont fait est mal, mais je veux qu'ils aient la peine minimale. S'il vous plaît. » Joseph acquiesça. Cela dépendra du tribunal, mais nous transmettrons votre demande au parquet. Répondit-il sérieusement. Malgré tout, ce qu'ils ont fait est très grave. Puis il ajouta, Je vais les arrêter aujourd'hui. dès son retour en ville, le commissaire se rendit directement à l'appartement où vivaient Eugène et Sonia. Après 2 coups fermes dans la porte, Sonia ouvrit, surprise. « Sonia, bonjour. »
En quoi puis-je vous aider » demanda-t-elle, forçant la sympathie. Sonia, c'est bien vous? Demanda Joseph sérieux. Oui, c'est moi, pourquoi? Répondit-elle, déjà méfiante. Votre frère Eugène est-il ici? Poursuivit le policier. Eugène! Crée-t-elle en levant les yeux au ciel. Il y a un ami bizarre pour toi ici. Lorsque Eugène apparut à côté de sa sœur, Joseph ne perdit pas de temps. Eugène, Sonia, vous êtes en état d'arrestation. Annonça-t-il en sortant les menottes. Il menotta Eugène en premier. Un autre policier arriva aussitôt et menotta Sonia, Arrêtez pourquoi? créait-elle, désespérée. C'est une erreur! On n'a rien fait! Joseph les fixa avec fermeté. Vous en êtes sûr? Répondit-il. Vous êtes arrêté pour abandon de personnes vulnérables, tentative d'homicide et séquestration de vos propres parents. Il conclut, Nous les avons retrouvés. Ils ont tout confirmé. Maudit! cria Sonia, hors d'elle. Qu'est-ce que tu as fait, Eugène? Elle le fixa avec haine. Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Dans les jours qui suivirent, Charles et Fatima se rétablirent complètement à l'hôpital. Peu de temps après leur sortie, Gérald programma le test de compatibilité pour la même semaine. À la surprise générale, le résultat fut positif. Le fils adoptif était compatible et apte à donner un rein pour sauver son père. Et c'est ce qu'il fit. Sonia et Eugène restèrent en détention, isolés, sans aucun type de contact avec la famille. Durant cette semaine-là, la procédure avança rapidement et le jour du jugement arriva bientôt. Charles tint à être présent personnellement, même encore en convalescence, et entra dans le tribunal accompagné de Gérald, qui ne lâcha le bras de son père à aucun moment. Lorsque les deux frères et sœurs aperçurent Charles assis dans la salle, à côté de Gérald, leurs visages changèrent immédiatement. Le regard hautain d'autrefois disparut. Eugène baissa la tête. Sonia détourna le regard, se recroquevillant sur le banc des accusés, envahie par une honte silencieuse qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. L'atmosphère dans le tribunal était lourde. Le juge s'apprêtait à prononcer la sentence lorsque, soudain, Charles se leva avec difficulté. Le mouvement attira l'attention de tous. « Excusez-moi, monsieur le juge. » dit-il, la voix ferme malgré un corps encore affaibli. « Je souhaiterais demander la parole pour m'adresser à mes enfants. » Le juge observa la situation pendant quelques secondes, puis acquiesça, l'autorisant à continuer. Charles inspira profondément. Son cœur semblait comprimé dans sa poitrine. Il regarda directement Eugène et Sonia, qui le fixaient désormais sans savoir à quoi s'attendre. « Je suis désolé. » commença-t-il, la voix chargée de douleur. « Désolé si, à un moment de votre vie, j'ai failli envers vous. » Il fit une courte pause, rassemblant ses forces. « Mais tout ce que vous avez fait, la manière dont vous avez agi, les paroles que vous avez prononcées, ça, votre mère et moi, nous ne pouvons pas le pardonner. » Le silence dans le tribunal était total. « Je ne suis pas un étranger. Poursuivit Charles avec fermeté. Je suis votre père. Il inspire de nouveau profondément. Et Fatima est votre mère. » Sa voix vacilla un instant, puis il reprit le contrôle. « Vous nous avez humiliés d'une façon que personne n'a jamais faite dans cette vie. » Sonia serra les lèvres. Eugène déglutit difficilement. « Je veux que vous sachiez une chose. » dit Charles, plus sérieux que jamais. « Vous faisiez partie de mon héritage. Il releva légèrement le menton. Vous alliez recevoir une fortune que j'ai héritée de mon oncle décédé. » À cet instant, les yeux de Eugène s'écarquillèrent. Sonia porta la main à sa bouche sous le choc. « Maintenant, poursuivit Charles sans hésiter, vous en êtes exclu. Tout cet argent ira à Gérald. » Charles se tourna légèrement et posa la main sur l'épaule de son fils adoptif. « Mon fils, renforce-t-il. qui n'est peut-être pas de sang comme vous deux. »
mais qui est le véritable fils de cœur. C'est lui qui a pris soin de nous avec affection, respect et amour quand nous en avions le plus besoin. » Sans dire un mot de plus, Charles fit un pas en arrière. Il se tourna vers la sortie du tribunal et commença à marcher vers l'extérieur, soutenu par Gérald, sans laisser la moindre place à Eugène ou Sonia pour tenter de répondre quoi que ce soit. Les deux frères et sœurs restèrent immobiles, dans un silence absolu, sentant le poids de ses paroles s'abattre sur eux comme une condamnation plus lourde que n'importe quelle décision judiciaire. Peu après, le juge annonça officiellement la sentence. Eugène et Sonia furent condamnés à purger la peine minimale de 5 ans de prison ferme. À partir de ce jour, tout contact avec la famille fut définitivement rompu. Charles, Fatima et Gérald poursuivirent leur vie. Blessés, marqués par des cicatrices émotionnelles, mais plus unis que jamais. Le temps n'effaça pas la douleur, mais renforça les liens qui comptaient réellement. Charles reçut le rein dont il avait besoin de son fils bien-aimé. La greffe se déroula avec succès et il n'eut plus à affronter les séances d'hémodialyse. La récupération fut progressive, mais remplie d'espoir. Chaque jour était vécu comme un cadeau. Gérald resta aux côtés de son père à chaque instant. Pour lui, sauver la vie de Charles ne fut pas un sacrifice, mais un acte d'amour pur, de celui qui n'a pas besoin de sang pour exister. Et ainsi, cette famille alla de l'avant, reconstruite non pas par ce qu'elle avait perdu, mais par ce qu'elle avait choisi de préserver. Commente Fils de cœur pour que je sache que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et pour que je mette un joli cœur sur ton commentaire. Et si l'histoire de Gérald et de ses parents t'a ému, je te garantis que celle qui apparaît maintenant sur ton écran touchera aussi ton cœur. Laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Un grand baiser et à la prochaine histoire émouvante.